Je ne sais pas pour vous les amis, mais il est 19 h, quelques secondes passées. Ah, 19h01 même. 19h20. Rémi Ravel sur LVE. Un an d'info. Donc, après ce fameux débat sur dans quel ordre faut-il regarder Star Wars, on va passer sur un autre débat, un an d'info, avec... Qui est-ce qui prend part au débat? Est-ce que tout le monde? Tu as retenu les noms? Non, c'est pas pour ça qu'il y va. Donc, on passe avec sur le débat. Bon, alors il y a moi-même Raphaël Mille, il y a Lucas Bouchato et Ryoma Takeochi. J'adore. Tu peux répéter? Je dois répéter. Donc, il y a monsieur Lucas Bouchato, éditorialiste politique à LVE, Ryoma Takeuchi, allié LVE, et puis moi-même, Raphaël Mille, autre éditorialiste politique, directeur de la publication de LVE. Voilà. Parfait. Le seul qui manque à l'appel, c'est moi alors. Parce que moi, je suis juste un gros fouteur de merde, donc vaut mieux éviter d'être dans le débat. Parfait, c'est ce qui fait les bons débats. Ah, d'autres diront non, mais voilà, c'est un autre débat. Sur ce un an d'info, on va revenir tranquillement sur ce que je considère, c'est moi présentateur, c'est moi qui décide, les grandes parties et les grands changements de cette année. Et donc, on va commencer par le nouveau président, Emmanuel Macron. On ne va pas chercher à voir qu'est-ce qu'il a amené au pouvoir, c'est trop simple, on en parle bien trop depuis le début, mais on va voir ce qui vient après, et ce qui est pour moi tout aussi important, c'est-à-dire l'image qu'il se donne en tant que président. On voit un grand changement, je pense qu'on est d'accord sur ce point, un grand changement par rapport aux anciens présidents. Il est jeune et il est marié à une femme beaucoup plus âgée que lui. Voilà, grand changement par rapport aux anciens présidents, débat terminé. Non, donc il a une image qui est bien différente de tous les anciens, ça en fait partie d'ailleurs, sa femme et le fait qu'il soit jeune. C'est d'ailleurs le plus jeune président, je crois, même encore moins que Napoléon III. Pas mal. Et donc, pour rappel, donc son image après l'élection... Encore moins âgé, hein, on est d'accord. On avait compris, oui, pas de souci. Encore plus âgé. En fait, le plus jeune et en fait encore... J'ai rien compris, pardon. Ok. Voilà. Parfait, d'accord. Bon, alors. Ça part bien. On démarre dans mon débat. Donc, pour rappel, son image, il a eu une disparition quasi totale des médias pendant quelques mois. Et ensuite... Non. D'accord. C'est un autre débat. Désolé. On va y revenir. Et après, il se place, il le dit, voilà, comme Jupiter, dieu des dieux romains, modeste, comme il faut. Il se base sur une communication qui est très calculée, avec des apparitions dans la presse assez peu fréquentes, mais très bien faites, et des images millimétrées. Donc, on va commencer par là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour son image et l'image de son parti en tant que tel? Donc, on reste dans la France. Qui veut commencer? Une bonne chose, alors déjà pour lui, pour son parti et pour la France. Bon, c'est trois choses bien différentes, hein. Une bonne image pour lui, il est président. Je ne sais pas ce qu'il demanderait de plus, en fait. Je crois que les paparazzis se chargent du reste. Voilà, il va essayer de garder, entre guillemets, sa base électorale, qui en fait est bon, pas énorme au vu des résultats. Mais globalement, il va... je pense qu'il est sur la défensive d'un point de vue médiatique pour sa propre personne, pour son parti. Pour son parti, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur voilà, la déferlante de la République en marche. Est-ce que c'est une déferlante? Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion de groupe? Est-ce qu'il y a vraiment... Voilà, ce genre de choses. Et en fait, est-ce que finalement, c'est pas là encore une fois une communication à minima qui vise en fait à plutôt se laisser les coups des franches? Et est-ce que ça n'a pas participé à la désillusion qui est arrivée peu après son arrivée au pouvoir? Il n'y a pas vraiment de désillusion. Franchement, dans les sondages. Oui, enfin, une chute dans les sondages qui s'est accompagnée d'une remontée. J'appelle pas ça une chute, j'appelle pas ça une désillusion. On va essayer de l'expliquer. Ouais, mais non. C'est-à-dire que moi, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais pas ça. C'est-à-dire que, honnêtement, Emmanuel Macron, voilà, on peut dire tout ce qu'on pense de lui, on peut dire tout le mal qu'on pense de lui, mais il n'empêche qu'il a bien géré les choses. Il se trouve qu'il reste à un niveau de popularité élevé. François Hollande n'a jamais relevé sa courbe de popularité, sauf au moment des attentats. C'est le seul moment où il a gagné 2 points.
Donc c'est tout. Je crois qu'il a même gagné 5 points. Non, mais en même temps, quand il a fini son mandat avec 4% de personnes qui avaient une bonne image de lui, enfin 4% pardon, d'opinion favorable, c'est-à-dire que après il y avait d'autres versions des choses, mais c'est-à-dire que vraiment favorable, il y avait 4%. Voilà, Emmanuel Macron, il reste au-dessus des 50%. La ligne de flottaison, d'habitude, pour les présidents, c'est autour de 30%. Donc, Emmanuel Macron est populaire. Après, moi, c'est peut-être juste l'impression que j'ai, mais on me dit un an d'info, parce que c'est vrai, la nouvelle année oblige, mais ça fait pas un an qu'il est élu. Enfin, on peut pas... personnellement, en termes de... Enfin, il a plus marqué 2017 que son prédécesseur, si je puis me permettre. C'est pas très dur. En même temps, François Hollande a dit en 2016 qu'il n'existerait plus politiquement. Enfin, il a dit, mais il aurait pu réellement présider jusqu'au bout. En réalité, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où la campagne était dans le dur, même avant même qu'elle ne soit dans le dur, à partir du moment où on est arrivé en janvier 2017, il a fait ses vœux, et puis après, on n'a plus vu François Hollande. Il aurait pu présider et gouverner jusqu'au bout. On a eu beaucoup de choses Il n'a pas fait. On a eu d'autres choses à regarder aussi à côté. Attendez. Non, je veux bien qu'il y ait eu d'autres choses à côté, mais là, en réalité, François Hollande était absent. Il était absent. Tout ce qu'il faisait, c'était sa tournée d'adieu. Il a mis 4 mois à faire sa tournée d'adieu. Je suis désolé, c'est un peu long. Mais ça, il a dit. Il a dit. Il se retirait lui-même de la campagne. Il a dit. Il le savait très bien. Il le savait très bien qu'il ne pouvait plus exister. Enfin, quand tu as 4% d'opinion favorable, juste tu fermes ta gueule, quoi. Non, mais quand on est président de la République, pas en campagne. La réalité, à mon avis, qui se cache derrière tout ça, même si je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais je pense que ça veut juste dire qu'il était plus qu'un petit peu frustré de ne pas se représenter. C'est-à-dire qu'il ne fait rien dans le sens où c'est le moment où il aurait dû être en campagne. Mais en même temps, il n'avait pas trop le choix. Il avait le choix. Revenons au débat. Est-ce que pour vous, son image, le fait qu'il se présente comme Jupiter et qu'il soit vraiment un président présent et... On parle de Macron. Oui, on revient sur Macron. On revient sur le débat. Jupiter et François Hollande, bon, ça fait... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Vulcain et Jupiter. Est-ce que pour vous, son image lui permet de rester populaire ou est-ce que c'est le parti et la jeunesse, par exemple, qui l'incarne? Non, alors jeunesse, il faut le dire vite. Ah, je suis désolé, vous avez déjà répondu. Le plus jeune président. Oui, non, mais c'est le plus jeune président, ça ne veut pas dire que ses idées sont jeunes. Et ça ne veut pas dire que ses idées sont nouvelles. Non, mais c'est ça le truc central. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a 40 ans, d'accord, ça ne veut pas dire qu'en soi, ce qu'il fait est novateur. Être jeune, c'est pas seulement une question de la date de naissance qui est écrite sur votre carte d'identité. C'est surtout le nombre de rides que tu laisses sur la photo présidentielle. Non, mais c'est surtout une façon de penser, c'est surtout une façon de faire. Et sa façon de gouverner n'a rien de quelque chose que vraisemblablement un jeune ferait. Enfin, je sais pas, si vous causez à la fac, est-ce qu'on vous dirait si je suis président? Déjà, je sais pas si vous avez des camarades qui disent si je suis président. Je vais être comme Macron. Voilà, non mais il n'y a personne qui va dire si j'étais président, je ferais du Macron. Sérieusement. Alors personnellement, je pense que non, en tout cas pas dans la fac. En même temps, quand on est à Nanterre. Plus pour une question d'idée pour le coup. Mais alors c'est vrai que pour écouter les camarades de classe, etc. Bon, qui, je vais pas les cacher, sont très politisés et France Insoumise en majorité. Ça, c'est pour les plus à droite. Ça, c'est mais c'est aussi intéressant. Enfin, c'est aussi intéressant. Moi, même si moi, je suis un peu comme toi, je partage pas forcément les idées de la France Insoumise, mais j'aime bien voir comment ils réagissent en fait, parce que c'est quand même les seuls qui ouvrent leur gueule, quoi. Enfin, à part même dans les députés République en marche. Enfin, ils ferment leur gueule parce qu'on leur dit de fermer leur gueule, ou ils l'ouvrent parce qu'on leur dit de l'ouvrir. Le PS. Non, enfin, je vais pas tirer sur l'ambulance, hein, on a assez tiré là-dessus, mais voilà. Les Républicains, l'élection de Wauquiez, ils ont assez de travail à faire chez eux encore, parce que l'élection de Wauquiez... Oui, et le PS encore plus. Mais voilà, donc Wauquiez n'est pas encore complètement installé, etc. Et donc il n'y a que la France Insoumise qui ouvre. Et la critique que j'entends le plus, c'est le côté...
le truc de ce côté jupitérien avec la pyramide et le grand Manitou qui dirige tout. Oui, mais bon, ça, c'est des choses qui sont récurrentes en politique. Voilà. Mélenchon serait très mal avisé de critiquer. Voilà, mais ce qui contrebalance plutôt avec l'image d'un Ruffin. Mhm. Qui est, mais encore une fois, et il me donne cet exemple-là. Je suis d'accord avec toi. Ruffin, c'est la faire dans son camp. Alexis Corbière, aucune des propositions de Ruffin, il applique chez lui. Aucune, il veut même pas en entendre parler, alors qu'ils sont dans le même camp. Mhm. Et que médiatiquement, Ruffin, c'est le numéro 3. Mais sur Macron, vous parliez de sa position jupitérienne. Honnêtement, je vais peut-être pas être bête, mais j'ai pas compris ce que c'était qu'un président jupitérien. Ben. Et Antoine. de l'art de ce tic, encore une fois, je suis désolé, mais il n'a jamais dit ce que c'était qu'un président jupitérien. Et personnellement, je n'ai pas compris ce qu'était un président jupitérien. Non, mais Si c'est un président qui est juste au-dessus de tout, bah, C'est la 5ème République. non, pas exactement. De la 5ème République. Non, bah non, un président qui serait au-dessus de tout, c'est un président qui ne s'occuperait de rien. C'est un président de la 4ème République. Bah, Jupiter, il y a quand même le côté de domination, il y a quand même le côté pouvoir. Pour l'aspect dominateur, d'accord, là oui, c'est en effet la 5ème République, et c'est même peut-être un peu royal. Mais bon, on va écarter là-dessus. Qui a passé la 5ème République était à la base. Non, il n'était pas royaliste. Il vient d'une famille monarchiste. Oui, non, mais d'accord, mais lui, il était Il pas. a changé ses idées. Non seulement il n'était pas la royaliste, République, mais il gardait cet aspect. Mais Il faut un chef. Il s'est un petit peu adouci comme ça au fur et à mesure. et accessoirement, si vous, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait il y a une déclaration de Charles de Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, justement pendant l'époque du GPRF, dans la question de la constitution de la 4ème République, lui avait déjà exposé ses idées quant à ce que devait être une république, c'est-à-dire une république avec un pouvoir présidentiel fort, et donc c'est ce qu'il a pu faire en 58. Mais bon, on va passer sur la question historique, ça a beau être intéressant, c'est pas la question en ce moment. Voilà, je trouve que Emmanuel Macron a beau, il est fort, parce que moi j'ai rien pigé à ce qu'il a fait. Je n'ai rien compris. C'est le but de son image alors. Bah, peut-être que c'est son but, mais dans ces conditions, il va faire comment? Il va faire comment au bout de 5 ans pour dire ouais, non, en fait, vous avez juste rien compris, vous êtes tous des cons. Enfin, ça marche pas, ça. Donc vous avez peur de la désillusion qui risque d'arriver s'il continue comme ça. Non, c'est pas une désillusion, c'est que lui, au final, il risque de se retrouver dans des débats où il pourra plus s'expliquer. C'est-à-dire que s'il se représente en 2022, et encore une fois, je vous dis, enfin non, je l'ai jamais dit à l'antenne, mais je suis pas sûr qu'il se représentera en 2022. Ah oui, on avait entendu récemment d'ailleurs, oui, que quelque part il serait bien, enfin peut-être qu'il sera en peine de présenter un bilan ou de montrer qu'il a eu qu'il a eu un projet plutôt que l'intelligence de s'adapter au contexte. Ouais, mais c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, on en a déjà parlé hors antenne, mais je pense que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un malgré tout, je devrais dire ça, c'est quelqu'un d'honnête, et c'est quelqu'un qui va être capable de dire bon voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, au revoir. Il a 40 ans, il en aura 44 quand il aura fini son mandat. Je pense qu'il est capable de dire bon voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais, et dire j'ai pas à me représenter. Ouais, et puis sur l'image jupitérien, pour le coup, lui il a donné direct, dans son truc, c'est être très carré dans la communication, etc. Et pour le coup, ça, lui-même, en tant que lui, Emmanuel Macron, il a toujours se tenu à ça. Pour moi, le truc qui a le plus encorné son image, c'est pas lui, c'est plutôt les gens en dessous, quoi. Je suis désolé, avoir Muriel Pénicaud au ministre du Travail, c'est pas forcément un cadeau, quoi. En termes d'image. À vendre, faut comme le vendre ton produit, quoi. Ta loi 3, socialement, etc., c'est quand même super dur à vendre, quoi. Et avoir Richard Ferrand comme ministre de l'égalité des territoires ou je sais plus quoi quand il était au gouvernement, quand on voit l'affaire qu'il a eu, et François Bayrou à la justice dans un premier temps. Quand tu fais ton alliance politique, quand tu fais l'alliance politique avec le Modem et que, je sais pas, un mois après, 2 mois après, quelques semaines après, tu as une affaire de justice qui tombe, paf, ton ministre de la justice tombe. Ministre de la justice, ministre des armées aussi.
et la ministre des Affaires européennes. Ça fait 3 ministres qui sont tombés en même temps et des ministres dans des ministères qui sont importants. Et voilà, et donc voilà, moi c'est plutôt avec même tous les couacs avec Castaner, etc. Voilà, pour moi, la com de Macron, sur lui, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, sur les gens en dessous, quoi, là j'avoue que ça le sert pas, quoi. C'est pas facile pour lui à vendre, quoi. Et si je peux me permettre juste un dernier mot, à propos de com, on disait de Nicolas Sarkozy que c'était le roi de la com. J'ai envie de dire que c'est vrai, c'est carrément vrai, c'est plus que vrai. Et Emmanuel Macron, lui, il est très très loin derrière. Et je pense que le problème, en fait, c'est que Nicolas Sarkozy est tellement le roi de la com qu'en vérité, on ne peut pas se passer de cette façon d'être président, de communiquer, et que François Hollande en apathie pendant un certain nombre de mois pendant son mandat, parce qu'on a dit qu'il n'est pas présent, alors qu'en fait, il était présent assez. C'est juste que Nicolas Sarkozy, on le voyait tous les jours dans le journal de 20h. Et en fait, Emmanuel Macron essaie de faire autrement que François Hollande et autrement que Nicolas Sarkozy, mais en fait, on se rapporte toujours à la référence Nicolas Sarkozy. J'ai cette impression-là. D'accord. Donc on peut continuer. Après, sur son image dans la France, on peut penser à son image à l'étranger et l'image qu'il veut faire paraître de la France à l'étranger. Ça fait fortement rire autour du plateau. Figurez-vous que j'ai trouvé une petite pépite là, cette semaine. C'était alors au Japon. Hein, excusez-moi de mentionner un pays qui me tient à cœur. Et bien, figurez-vous que On est deux, c'est déjà ça. Ouais, bon, enfin voilà. Moi, de la même façon, d'accord. Voilà, pour moi, pour des raisons évidentes. Et figurez-vous qu'au Japon, ils ont commencé à vendre des poupées à l'effigie d'un couple un peu particulier. C'est celui d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. En kimono, évidemment. Hein, voilà, c'est Mercron. Enfin, le couple franco-allemand. On avait dit Mercosi, on avait eu Mercolande et maintenant on a Mercron. Plus en plus poétique, disons. Mais par contre, non, déjà le premier truc, c'est qu'on a l'impression qu'il parle anglais. Oui, il le parle mal, mais il parle anglais. Bah, je suis désolé, sorry for the time. Oui, sorry for the time, c'est comme niveau 6ème, quoi. Non, mais sorry for the time. Non, alors moi, je le savais déjà en maternelle, mais bon. Non, mais non, mais tu vois, sorry for the time, quand même. Non, mais d'accord, c'est de l'anglais. Alors, juste pour ceux qui ont oublié, c'était Nicolas Sarkozy. À la réception de Barack Obama. Mais oui, il le parle peut-être mal, mais il le parle, quoi. Et il est compréhensible en anglais. Ce qui me dérange, c'est qu'il parle déjà avec un accent français très, très présent, et surtout, il traduit du français. C'est-à-dire qu'il retranscrit des expressions françaises en anglais, et c'est pas bon. Oui, je l'avais vu en interview dans notre pays. Hein. Oui, en interview chez Christian Amanpour sur CNN. Et il disait à un moment, je sais plus quoi, it's not the alpha and omega. C'est pas de l'anglais, ça, c'est du français. Oui, mais. Alors en soi, c'est bien qu'il parle anglais, mais il faudrait qu'il fasse quand même un petit peu attention et qu'il les prépare un petit peu mieux, ses interventions. Ouais. Je trouve qu'elles sont pas assez bien préparées. Après une évolution, je pense qu'on est d'accord, il y a une évolution et le plus important en anglais, c'est juste de se faire comprendre. Après, mais je pense que c'est pas essentiel. C'est l'élément le plus important. Non, je pense que c'est pas important. C'est-à-dire qu'il parle anglais, ok, c'est très bien. Chirac aussi parlait anglais. Voilà. Est-ce que ça faisait de Chirac un président génial sur l'international? Non. Ouais. Ce qui fait quelque chose de fort chez Chirac, c'est le fait qu'il soit pas allé en Irak. Emmanuel Macron, pour l'instant, ce qu'on voit de sa politique étrangère, c'est juste des mots. Ce sont des mots, c'est rien. Parfait, je voulais y venir. Parfaite transition. Donc, c'était le rôle que Emmanuel Macron veut donner à la France. Et on sait qu'il veut donner à la France un rôle beaucoup plus diplomatique, qui se base beaucoup plus sur la diplomatie. On voit ça avec l'Europe. Il se base beaucoup plus sur l'économie et la diplomatie. Et donc, est-ce que vous pensez que cette image, il veut une sorte de France leader en Europe? Il veut se coupler avec l'Allemagne et donner vraiment un boost dans la diplomatie. Se coupler avec l'Allemagne. C'est mignon, c'est mignon. À côté de l'Allemagne, ils sont tout à fait français pour le coup. D'accord. Ça a juste l'esprit mal tourné. Alors, celui qui a l'esprit mal tourné, c'est Antoine. Mais heureusement que tu parles pas. Donc, franchement, la France à l'international, on reste quand même sur quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire la vision universaliste. Voilà, pour reprendre des grands mots. L'universalisme, bon voilà, ça marche sur certains domaines. Par exemple, bon, pour ce qui est des droits de l'homme, on sait que ça s'essouffle un petit peu en ce moment à l'ONU.
Donc, est-ce que ça traduit une volonté de faire de la politique étrangère en tant que la France, ou est-ce que, enfin, là, pour le coup, c'est pas clair. L'Union européenne, en fait, ben, il est un peu obligé, vu que quand même, il était quand même en compétition avec deux candidats qui proposaient soit de renégocier les traités, soit d'en sortir. Donc, pour l'instant, je vois plus, comment dire, une situation. Enfin, il n'y a pas encore de grandes avancées ou de propositions éclatantes, on va dire, de la part d'Emmanuel Macron sur ce que devrait devenir l'Europe, à part quand même une volonté qui est manifeste, mais pas de propositions concrètes pour l'instant. Il va avoir un rôle à jouer, c'est que y a le Brexit qu'on attend toujours, qui traîne en longueur, etc. Parce que c'est compliqué à mettre en place, mais c'est quand même. La date est déjà annoncée. C'est quand même un enjeu qui va être majeur. Parce que t'as quand même une puissance mondiale qui lieu. Et là, pour le coup, il va être attendu. Parce que pour le moment, il n'a pas forcément eu le temps ou les occasions de faire ses preuves à l'international. C'est quand même un gros point d'interrogation encore. Donc, pour le coup, on ne peut pas juger. On peut pas juger sur Macron à l'international. Il a des volontés, des promesses. Pour le coup, on peut lui dire beaucoup de choses sur son programme, mais des promesses à l'international, il en a faites. Mais donc, c'est juste wait and see, quoi. Mais il va avoir, en tout cas, il va avoir du travail, quoi. C'est sûr. Attendez, vous voyez. Mais sur le Brexit, ce qui est intéressant, je pense que là où il va falloir qu'on observe ses choix, c'est sur la renégociation des accords du Touquet. Parce que là, tout va se jouer. Parce que si l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, sort de l'Union européenne, et il va sortir de l'Union européenne, la question ne se pose plus. Bon, quand il sera sorti de l'Union européenne, il sortira de tous les traités européens, dont l'accord de Schengen, qui fait qu'on pouvait aller en Angleterre sans problème. Au Royaume-Uni, pardon. Résultat. Arrivons par l'Angleterre. Oui, on arrive par l'Angleterre. Sauf quand on va en Écosse, qu'on prend un avion pour Glasgow, je sais pas quoi. Bon, peu importe. Mais ces accords négociés, je crois, du temps de Nicolas Sarkozy, je ne suis plus très sûr des dates, mais ces accords fixent la frontière du Royaume-Uni à Calais, sur notre sol. Alors, les Anglais ne veulent pas entendre parler de renégociation, mais c'est essentiel. On ne peut pas dire encore et toujours la frontière britannique sur notre sol. Ça commence à bien faire. Déjà, que Nicolas Sarkozy se soit fait dessus devant les Anglais, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme. Quand on a un traité comme ça qui fixe une frontière sur son propre pays, voilà. Quand Nicolas Sarkozy s'est fait dessus face aux Anglais avec ce traité, il va falloir un petit peu réparer parce que ça fait 10 ans qu'il faut le faire. Alors, bon, déjà là-dessus, il est attendu. Mais sur la question internationale d'une manière générale, et non pas seulement européenne, parce que bon, sur l'Europe, oui, bien sûr, la France est essentielle à l'Europe. Si la France quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. De fait, elle va disparaître. Voilà. Mais sur la scène internationale d'une manière générale, je trouve qu'il est, encore une fois, c'est que des mots ce qu'il fait. Alors après, des mots qui sont plus ou moins persuasifs. Il a fait un très beau discours à l'ONU. Il a fait de Vladimir Poutine. Bon, France. Ouais, bon, il a ramené Vladimir Poutine en France. Hein, et alors? Et alors? Nicolas Sarkozy a amené Kadhafi en France. Bon, ça ne veut rien dire. Amener un dirigeant sur le sol français, on s'en fout. Ça n'apporte rien. Il n'y a pas là, en fait, c'est surtout que Vladimir Poutine était un peu, comment dire, c'était un peu l'ennemi, c'était un petit peu l'ennemi international à ce moment-là, pendant la campagne, je veux dire, dans l'enjeu des campagnes. Ouais, mais enfin voilà, il vient en visite d'État. Enfin, une visite d'État, ça c'est rien, quoi. Mais il n'y a aucune action concrète. Il n'y a pas eu de loi. On n'entend pas le ministre des Affaires étrangères. Excusez-moi, mais je sais même pas qui c'est. C'est Jean-Yves Le Drian. Ah oui, j'ai oublié que c'était plutôt là-dessus. On n'entend pas Jean-Yves Le Drian, on n'entend pas la ministre chargée des Affaires européennes. Et en plus, c'est la seule. Enfin voilà, elle est ministre auprès d'un ministre. Il y a très très peu de ministres délégués. Hein. Il y a surtout des secrétaires d'État. Voilà. On n'entend pas la ministre aux Affaires européennes et on n'entend pas la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Alors moi, je veux bien qu'on l'attende sur la question internationale, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et je crains que ça ne continue comme ça, parce que déjà quand Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense sous François Hollande, on l'entendait peu. C'est un ministre qu'on entend peu, Jean-Yves Le Drian. Donc, je trouve quand même que
Mais qui reste populaire. Il reste très populaire. Il reste populaire parce qu'il se tait, c'est comme Marine Le Pen, moins elle parle, plus elle est populaire. Non mais c'est vrai. C'est vrai que la seule fois où elle a ouvert, elle a perdu le débat, quoi. Donc, Voilà. Mais Marine Le Pen, quand elle se tait, elle monte dans les sondages, quand elle parle, elle baisse. Bon voilà, elle se tait. Et C'est pour ça que. bon, ça a un peu changé. Ouais, mais non. Pourquoi pas? Non, bah non, parce que ça marche pas de la même façon, Macron. Il est président de la République. C'est pas la même question. Mais encore une fois, sur les questions internationales, je suis vraiment déçu par ce qu'il fait. Et honnêtement, je trouve que son prédécesseur était bien meilleur. bah ouais, quand Hollande, ministre de Macron, hein, je suppose ça là. Hein. Ouais, non mais non, ça arrivera pas. Quand François Hollande, par exemple, allait au Japon, il disait « Je salue le peuple chinois ». Bon, Oui, non mais d'accord, mais ça encore, ce sont des mots. Mais sur les actes, c'est pour ça que François Hollande a pris des ce sont des mots. décisions fortes. Ce sont des mots et c'est pour ça qu'un président accompagné d'un traducteur-interprète, c'est aussi une bonne chose. Oui, je vais pas dire le contraire. Et voilà, François Hollande, mine de rien, il a envoyé les forces au Mali. Voilà, il a eu une action internationale forte et affirmée. Emmanuel Macron, il parle. Après, François Hollande, on juge. Enfin, encore une fois, je veux dire, on juge 50 bilans. Je suis d'accord qu'il y a quand même eu, faut dire 6 mois, la louche, 6 mois de Macron. Tu juges pas 6 mois comme tu peux juger 5 ans. Non, bien sûr, mais il se trouve qu'en moins de temps, François Hollande avait déjà fait une gaffe en Allemagne. Mais bon, première visite d'État en Allemagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'avait rien compris au protocole. Des petits coups de pied échangés. Voilà, c'est ça. Madame Merkel. Mais ça encore, passons. Voilà, mais il avait vraiment accordé une importance vrai, et il avait agi sur. C'est vrai qu'il n'a pas. Je suis désolé. Sa première visite américaine, c'est soit très récent, soit dans pas longtemps, il me semble. Sa première rencontre avec Trump. Oui, bah, en plus, il a fait venir Donald Trump, ça c'est vrai. Oui, après le 14 juillet, ouais. Pour le 14. Il y a eu le 14 juillet, mais parce que c'est. Mais à part ça, je vois pas ce qu'on peut retenir comme action concrète sur le plan international. Très bien. On arrive à la moitié du débat, on va changer de sujet. On va passer à un autre débat qui apparemment tient beaucoup sur l'importance des médias qui prend de plus en plus d'ampleur. Je sens qu'il y a déjà des réactions. Alors, il va falloir me retenir là. Attention. Comme on dit dans League of Legends, premier sang. Donc, on pourra revenir sur chaque cas si besoin, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le 5e pouvoir, ce qui apparemment, même cette dénomination fait débat, voilà, on l'entend, a montré son importance cette année, principalement avec toutes les élections qui sont arrivées. On voit qu'il y a des conflits d'intérêts entre la Russie et Trump. Apparemment, des manigances sur Internet ont permis à Trump de gagner certaines voix et peut-être, on ne sait pas, L'élection elle-même, ouais. Voilà, on voit François Fillon qui devait être élu sur un fauteuil, qui se voit carrément dégonflé complètement avec son attaché parlementaire, sa femme. Et on voit les mouvements citoyens, les différents hashtags MeToo, Balance ton porc, qui permettent de donner beaucoup d'ampleur à... On va quand même rajouter, oui. Qui donne quand même beaucoup d'ampleur sur les mouvements. Donc, est-ce que vous pensez que les médias prennent de plus en plus d'importance? Est-ce que vous pensez que maintenant c'est quelque chose avec lequel il faut agir et avec lequel, enfin, ce qu'il faut comprendre? Alors, moi, j'aimerais juste commencer juste pour poser le débat avant. C'est, on a eu des, fort des médias déjà il est connu quoi. Enfin, le Canard enchaîné qui sort, le Papon, enfin ce genre de truc, c'est genre de, ça c'est genre d'affaires. Enfin, c'est quand même des médias qui ont dévoilé que des mecs étaient des nazis quand même. Enfin, non mais. Et en ce qui concerne le Canard enchaîné, ils font de très très bonnes enquêtes. Un ami juriste me disait que lui, il pouvait pas attaquer une enquête du Canard enchaîné. C'est mort. Il y a tout qui est blindé. Non mais donc de base, se dire ça aujourd'hui, enfin, c'est pas que ça n'a pas forcément de sens. C'est que la question de base devrait toujours se poser et c'est toujours posée. Donc. Mais là, on voit des actions concrètes qui ont fait changer. Ouais, et pour moi, le truc, la différence entre les affaires d'avant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la vitesse, la rapidité.
comment dire, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, comment est-ce qu'on évalue la vitesse de l'action de... Non, mais c'est encore autre chose. Non, mais ça. ça, oui, c'est pour ça que non, mais je c'est dis. pas une affaire. Enfin, On est d'accord que c'est pas les médias qui ont joué là-dessus. là, va falloir quand même cadrer le débat. Bon, Enfin, d'accord, on je sais cadre pas le de quoi débat. on parle là. Bon, Mais bah, alors, François Fillon, le nombre d'articles qu'ils ont sortis en un temps record, avec, enfin, on savait quand même, limite, quand il y avait une ligne de bus qui s'ajoutait au dossier, on le savait dans la minute, quoi. Enfin, MeToo, c'est encore autre chose, parce que c'était un mouvement, on va dire, enfin, ça touchait pas les mêmes choses. c'est sur les C'était plus réseaux sociaux. personnel. Mais, Non, mais justement, d'abord, c'est une enquête du New Yorker et du D'accord, New oui, York mais Times. l'ampleur- C'est l'ampleur- Grantin. Non, mais Grantin, c'est ça. On est d'accord, mais l'ampleur a été prise par les réseaux sociaux et encore par Internet. Bah oui, mais c'est aussi lié au nom qu'il y a dedans. Enfin, on parle de Harvey Weinstein. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas votre voisin dont on parle. Ah, on est d'accord. Là, C'est Harvey Weinstein. Alors, je on sais met- pas on si met vous pas avez ça en été question, à on met côté pas de ça en chez Harvey question. Weinstein. Ça vous regarde. Mais voilà, on parle de Harvey Weinstein. Alors, on sort une affaire comme ça, d'un mec comme ça, dans un journal qui est le New Yorker. Forcément, ça va faire des remous, et entre autres sur les réseaux sociaux. Donc, vous pensez que les médias n'ont pas vraiment un rôle à jouer là-dedans, qu'ils soient là, Non, mais- Internet et son rôle à jouer ou pas, qu'ils soient là ou pas, ça n'aurait rien changé à l'affaire en tant que telle. Bah, c'est-à-dire Et à que l'ampleur l'affaire, qu'elle a prise avec- l'ampleur, c'est pas. Bon. Ah, moi je dis, enfin, ce que je pose le dis- débat Internet change Voilà, Ce que je dis, c'est qu'il n'y aurait pas la de. donne des débats. Il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas d'affaire s'il n'y avait pas eu l'enquête du New Yorker et du New York Times. On est d'accord. Quentin. donc la presse papier d'abord. Voilà. S'il n'y avait Donc, la pas. presse papier n'est pas morte encore. Mais elle n'est pas morte du tout, même. Et en particulier aux États-Unis. Nous, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais on a du mal. Voilà. enfin, comment dire, milliardaire qui arrache des journaux, quoi. C'est pas faux. Non, mais j'ai pas dit le contraire. C'est un autre débat. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aux États-Unis, il y a ces journaux qui réussissent encore à tenir. Mais quelques journaux. Il y a quelques journaux qui font encore du fond, parce que pour toutes les feuilles de chou qu'il y a aux États-Unis qui sont d'une qualité médiocre, franchement, c'est là-dessus. Si Mais est-ce que ça aurait pris toute cette ampleur avec tous les noms qui ont été cités par la suite? C'est-à-dire que de toute façon, le phénomène qui est arrivé derrière est sur Internet. Il est sur Internet, mais il est aussi dans les commissariats de police. Puisque le nombre de plaintes pour viol et agression sexuelle en France a augmenté à partir d'octobre. A augmenté très fortement. Donc, voilà, il y a quand même d'abord... Enfin, il y a un phénomène qui est passé quand même d'abord par les médias traditionnels et par un livre de Sandrine Rousseau et par beaucoup de choses qui sont... On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au départ, c'est pas Internet. Alors, Internet l'a amplifié à un niveau incroyable, mais au départ, c'est pas Internet. Parce que quelque part, en fait, bon, la presse, le support papier finalement n'a pas beaucoup intéressé parce qu'on s'est intéressé finalement On l'a surtout oublié. Bon. Et puis en fait, ben, comment dire, les dépôts de plainte, bon, bah, quelque part, oui, ça aussi, on s'y intéresse moins. C'est vraiment finalement l'usage qu'on fait des réseaux sociaux et des technologies qui a, à mon avis, captivé un peu plus de monde, en fait. Et c'est comme il y a une curiosité un petit peu ou une sorte de marketing qui fait que le réseau social change les usages de la démocratie, etc. Tout le blabla là qu'on nous sert en veux-tu en voilà. C'est vrai qu'on a retenu les hashtags des réseaux sociaux, mais quelque part, bon voilà, les réseaux sociaux, c'est peut-être des éditeurs, ils ont peut-être un statut d'éditeur et donc ils sont peut-être tenus aussi de modérer les propos, ce qui fait qu'il y a quand même une énorme différence avec la liberté, la liberté que revendique la presse. Et un journal il est obligé de se réduire pareil. Ça dépend pourquoi. Bah, je suis désolé, hein, j'ai dit viens, on va brûler des juifs le dimanche matin dans mon journal. Je pense que je suis en prison très très vite après. Non, mais dans ton journal, c'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui as publié ou est-ce que c'est pour rapporter ces paroles-là? Non, mais de toute façon, ça se voit. Enfin, c'est un article qui est signé où on dit pas, je cite machin bidule. Enfin, c'est clair. C'est de la faute du journal. Bah, dites ça aux réseaux sociaux quand vous essayez de modérer les contenus à caractère raciste, etc. Bon, bah, ça, par exemple, c'est très compliqué. Oui, mais je sais bien que c'est compliqué, mais et qu'il y a un rôle à faire. Mais enfin, si tu instaures, parce que la loi en France,
il y a quand même une loi sur incitation à la haine, etc. Cette loi, elle est valable aux citoyens. Elle n'est pas que valable aux institutions, j'ai envie de dire, qui font passer, aux éditeurs, qui font passer. C'est les personnes, qu'elles soient physiques ou Voilà, morales. Ou la personne, tu peux. Enfin, si tu te fais insulter. Enfin, je pense que techniquement, s'il y a des insultes raciales envers ta personne sur Internet, tu peux porter plainte. Tu porteras plainte contre un pseudo. Oui, ben, Ce serait comme une plainte physique, je suis d'accord avec toi, mais ce serait une plainte quand même. Mais donc, Enfin, contre X. Oui. En tout cas, pour revenir vraiment à l'idée des médias, c'est que finalement, comment dire, comme le format papier, il est localisé en fait, il est localisé grâce à la langue dans laquelle on écrit, grâce à l'éditeur. Et puis le réseau social, ben, parfois on utilise une plateforme américaine en France, etc. Et puis on a voilà, une zone de flottement. On ne sait pas qui est responsable un petit peu de l'expression de l'opinion. Et peut-être voilà, c'est peut-être ce flou-là qui fait monter comme ça des affaires comme l'affaire Weinstein. Weinstein. Voilà, Weinstein. Est-ce que les Américains disent Weinstein alors D'accord. Bon, ben, en tout cas, voilà, cette affaire-là, comment dire, elle dépend vraiment d'un flou quelque part, et je pense que c'est peut-être ce flou d'information, enfin, là, ce qu'on appelle la post-vérité. Bon, voilà, c'est le flou d'information qui fait que de manière. Post-vérité, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, mais disons de manière erratique, en tout cas, il y a des informations quand même qui, voilà, des sujets qui montent beaucoup plus que d'autres, alors que, bon, on pourrait considérer qu'en tant qu'initié, l'information enfin, que celle-ci a moins de valeur. Mais Rémi, je voudrais juste que vous précisiez un petit peu la question sur justement les médias. Sur l'importance qui est accordée aux médias, qui est apportée à Internet, aux médias sur Internet et aux réseaux sociaux, dans le développement d'une affaire, dans la transmission des informations, on voit qu'il y a des informations qui sont transférées beaucoup plus facilement, avec parfois des manigances, comme on voit avec Trump et la Russie, et qui peuvent être complètement modifiées. Ouais, mais la question elle-même, c'est quoi Et donc, c'est en quoi cette année, principalement, vu que c'est un an d'info, on revient sur l'année 2017, a montré l'importance des réseaux sociaux et d'Internet, et est-ce que vous pensez que cette importance va prendre encore plus d'ampleur? Est-ce que ça va devenir quelque chose de normal avec lequel il va falloir s'accoutumer, ou il va y avoir un changement comme on le disait, dans la modération, par exemple, des messages ou... De toute façon, la modération dans les messages, ça a toujours été une horreur. Enfin, voilà, bon, modérer un forum, ça a toujours été... Là, par contre, c'est vrai que l'usage d'Internet, bon, on l'a vu avec l'affaire Fillon, etc. aussi, en politique. Mais honnêtement, je pense que l'affaire Fillon aurait eu sensiblement le même impact, même sans Internet. Parce que c'est le Canard. Mais voilà, ça vient d'un journal qui, en France, a des antécédents pléthoriques en la matière. C'est quand même le journal spécialiste. Hein. S'il y a un journal spécialiste de ce genre de truc, c'est le Canard. Donc de base, le fait que ce soit le Canard aurait donné, je pense, suffisamment d'ampleur pour le résultat de l'affaire Fillon. Pour moi, que ce soit allé aussi vite. Pour moi, le truc, c'est que oui, Internet, oui, ça. Même moi, j'ai balancé des mèmes en mode. Non, mais c'est surtout, etc. C'est surtout là, pour le coup, une organisation des médias traditionnels. Quand vous allez dans une rédaction, mine de rien, alors nous, on a trop peu de moyens pour pouvoir le faire, mais si vous voulez, la une du Monde, par exemple, je vous donne un exemple au hasard, hein, la une du Monde, par exemple RTL, là, la veille. La une du Canard, RTL, tous les médias autres l'ont la veille. Le Canard annonce à un tel de ses confrères et volontairement que voilà, va y avoir du Fillon. Et ben va y avoir du Fillon. Et ça fait la une du 8h sur France Inter, sur Europe 1, sur RTL, sur RMC, sur France Info. Ce que tu es en train de me dire, c'est que les médias grand public en fait sont juste des relais d'une information qui est traitée, par les vrais professionnels qui restent sur le format papier, c'est ça? Il y a une théorie du complot inverse. Non, je dis pas que sur le format papier, c'est les seuls vrais journalistes. Transmission d'informations. Voilà, on peut donner un rôle, par exemple. Le format papier est là pour avoir les bonnes informations, est là pour transmettre les informations et faire des courriers d'affaires, et après, Internet peut lui faire prendre de l'ampleur ou pas. Non, je pense de toute façon, Internet, enfin, je veux pas être méchant, mais c'est d'abord faire ça. Twitter, quand on voit que sur Twitter, pendant très longtemps, on avait le droit à 140 signes, 140 signes,
Est-ce qu'en 140 signes, on peut faire une pensée construite? Non. La seule chose qu'on peut faire, c'est répondre vite fait en 3 mots. Et transmettre une information. Non, ben non, c'est pas une information. On transmet une information. C'est pas, non, mais c'est pas assez, voilà, mais c'est pas assez complet pour être réellement une information. C'est un fait, si vous voulez. C'est une opinion qu'on peut Donc, transmettre. Donc forcément, ça prend une ampleur dingue. Et est-ce que Internet, quand on voit le nombre de personnes qui vous suivent. Mais donc, il n'y a pas de hiérarchie parmi les médias. c'est pas une hiérarchie, là, c'est des rôles qui sont différents. Oui, mais derrière le rôle, la façon dont vous avez présenté les choses, moi, ça me donne l'impression que résultat, il y a une hiérarchie. Ce serait pas mal quand même. Ce serait pas mal de voir des médias grand public qui sont achetés par des milliardaires en dessous de la hiérarchie de la rigueur informationnelle quand même. Ça, on aimerait le voir. Je ne comprends pas la remarque là. Mais la hiérarchie, elle a une importance. C'est-à-dire que la hiérarchie, c'est peut-être pas le nombre de consultations, le nombre de vues de tel ou tel article en fonction du média. C'est plutôt de savoir qui est-ce qui fait l'information et qui est-ce qui se contente de la Ce que je veux dire, ben voilà, c'est ça ce que. En fait, on est en train de dire la même chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la presse papier qui va faire l'info et la radio et la télé qui vont la retransmettre. La télé, par exemple, fait des enquêtes qui permettent de sortir des informations. Vous prenez Cache Investigation, mine de rien, ils sortent des infos assez incroyables. Vous prenez Complément d'enquête aussi qui nous sort de belles informations. Là, vous me direz, je parle que du service public, mais en même temps, c'est là qu'ils mettent des sous dans l'investigation. Et encore, pour les quelques sous qui restent au service public, ça c'est un autre débat. Voilà, dans les radios, il y a aussi des informations qui sont exclusives. Radio France maintient un petit peu d'enquête aussi. Donc voilà, on peut pas dire qu'il n'y a que la presse écrite qui va faire de l'information qui sera relayée par les radios. Mine de rien, il y a quand même d'abord, normalement, le premier média qui donne une information qui est traitée par les autres, c'est l'agence. C'est l'AFP, c'est Reuters, c'est Associated Press. Mais c'est pas la presse écrite. La presse écrite, de toute façon, a un problème. C'est qu'il y a une édition par jour en France. Au Japon, il y en a 2 par jour. Je ne me trompe pas. Oh, ouais, il y a 2 par jour. Fut un temps, on en avait 4 par jour en France. Maintenant, il y en a une par jour en France. Donc, mine de rien, ça fait que la presse écrite est forcément en retard. Donc, quand une information sort, eh ben, ou bien c'est donné sur leur site internet et c'est un article qui paraîtra le lendemain dans le journal, ou bien c'est donné par radio. La radio est le média le plus rapide. Encore plus Internet. Bah, oui. Il faut quand même préparer. Après Internet a ce défaut, qui est aussi une qualité, qui est une qualité, on va dire, inhérente à Internet, c'est que Internet fonctionne tout seul. Internet, c'est un genre de truc qui bouge tout seul, contrairement à la radio. Où, bah, on est sur une web radio, ça fait quoi? Ben non, mais c'est que. Non, mais la radio hertzienne est plus efficace. C'est que Internet, c'est le. Je considère que la liberté poussée à son maximum. De tout le monde. Donc forcément, au bout d'un moment, l'info il y a plein d'infos qui arrivent en même temps, qui se modifient très rapidement, hein, parce que il suffit de relayer une fausse info sur Internet, c'est quand même le truc le plus facile du monde. Hein. Déjà, fausse information, ça veut rien dire. Non, mais tu vois, le truc de fake news, tu vois. C'est pas une information, c'est un mensonge. Mais c'est quand même oui, mais c'est justement. C'est un mensonge. Oui, là, je sais bien. Sauf que entre mensonge, dans mensonge, t'as, oui, le côté moral, mais si je te dis tu es blond, c'est un mensonge. Je confirme. Tu vois. Sauf que dire tu es blond et dire à la télé devant des millions de téléspectateurs, le meeting de Trump est le plus grand, a rassemblé le plus de monde que de tous les présidents des États-Unis, ça, c'est un mensonge. Mais beaucoup plus grave. Et justement, la fausse information a un côté encore pire que le mensonge parce qu'elle se veut vraie, contrairement au mensonge. Le mensonge, c'est juste, c'est un. Et donc, oui, non, mais plus c'est gros, plus ça. Et donc, c'est là où Internet peut prendre un rôle assez important pour débusquer ces fausses informations, même s'il est relais d'une certaine façon. Justement, c'est là qui est drôle sur Internet, c'est que objectivement, comme c'est là où il y a le plus de flux, c'est là où il y a le plus de faux trucs qui passent. C'est normal. En termes de flux, tu ne peux pas comparer le flux hertzien et le flux d'Internet. C'est pas possible. Enfin, c'est des milliards d'années-lumière de différence. Sauf il y a tellement de sites internet que de toute façon, la radio ne peut pas suivre. Du coup, c'est pas plus mal. Internet est soumise à ses internautes contrairement à la radio.
enfin, tu peux prendre tous les auditeurs d'une radio. Bon, d'accord, ils auront des pensées différentes, etc. Mais au final, bah, ils reçoivent l'information de la même manière. Et si ils te donnent l'information qu'ils ont entendue à la radio, ils te donneront la même puisqu'ils ont écouté la même radio. Là où Internet, l'internaute est actif, dans un sens. Et Il peut transformer l'information lui-même. il peut transformer, mais il y a les gentils et les méchants dans Internet. Hein. Il y a les gens qui vont Et dire. puis il y a toujours plusieurs pages qui sont proposées par Google. Je vais dire. Il y a le mec qui va dire j'ai un truc, mais ça me plaît pas, je vais le changer en faisant en sorte que ça me plaise. Et il y a l'autre qui va dire, qui va tout le monde masser, qui va dire non, ça c'est faux. Ou donc oui, il y a Internet. Dire qu'Internet, voilà, moi c'est une des critiques que je déteste sur Internet, c'est dire on entend que des conneries sur Internet, on lit que des conneries sur Internet, Internet c'est abrutissant, etc. Non, non, c'est un outil Internet. Tu peux pas dire c'est gentil ou c'est méchant, tu vois. Un couteau, oui, ça sert à tuer du saucisson et tout, c'est bien. Ça va tartiner le beurre, mais ça peut servir à tuer quelqu'un. Ça dépend quand tu t'en sers. Donc, on peut s'intéresser à la façon dont Internet permet de transmettre les informations, parce qu'elles sont beaucoup plus directes, donc beaucoup moins vérifiées, et on voit que ça peut poser des problèmes. Et par exemple, l'exemple parfait cette année, en l'occurrence, de Donald Trump qui prend le pouvoir et qui transmet beaucoup d'informations par Twitter, ce qui n'est même pas vérifié par son cabinet. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Mais après, il n'est pas journaliste, Donald Trump. Voilà. Et, Après, il y en a d'autres qui vont se charger de vérifier ce qu'il dit. Mais en soi, ce sont des propos. Ce qu'il envoie sur Twitter, ce sont des propos. On peut le prendre comme un meeting. Enfin, c'est la même idée. C'est comme un communiqué de presse. Un communiqué de presse, c'est pas toujours vrai. Ouais, mais c'est un peu plus travaillé, quoi. Oui, normalement. C'est pas le. Non, mais c'est là que c'est différent. C'est pas On est d'accord. C'est pas le café du matin, la main dans le slibard, je prends mon téléphone, je tweet, quoi. Oh putain, il y a trop d'arabes dans mon pays, quoi. Non, mais c'est quand même. En même temps, ça va arriver un jour. Enfin, on pouvait pas. Et ce que je trouve génial, On pouvait pas quand même ça, quoi. On dit toujours que Internet c'est le truc des jeunes alors que Donald Trump a 70 ans. Non, mais surtout, on ne pouvait pas se passer de ça. Ça devait arriver, un truc comme ça. Après, ça nous fait rire parce que c'est le premier et qu'il dit plein de conneries, donc c'est encore plus drôle. Mais cette façon de communiquer-là, pour moi, ça deviendra un standard. Juste parce que, au bout d'un moment, forcément, il y a des gens qui vont avoir grandi avec ça, qui vont se retrouver à. Donc, vous pensez que ça va devenir un standard et qu'on ne va pas, au contraire, mettre des limites aux politiques pour leur dire il ne faut pas aller trop sur Personne ne va mettre de limites à part eux-mêmes. Hein. Ah non, mais il y aura d'autres choses qui vont se construire. On va mettre des plateformes alternatives entre initiés comme ça pour partager les vraies informations. Non, mais ça va s'auto-réguler en fait. Si je puis me permettre, quand même, le problème c'est qu'il y a un risque que ça arrive et ce serait la pire des choses qui arriverait, ça. Parce que ça morcellerait en fait le réseau internet en fait. Et puis accessoirement, si on considère que, normalement celui qui donne une information en général c'est les journalistes. Et mine de rien, non mais sérieusement, je dis pas qu'il y a que les journalistes qui donnent des informations. Non, d'accord. Mais la profession, ceux qui en font profession, ce sont les journalistes. On est d'accord. Dans une profession qui n'est pas réglementée. Enfin si, mais bon, allez. Ça dépend comment on va réglementer. Hein. Mais en tout cas, le problème, c'est que si les journalistes se mettent à faire ça, si on se met à faire ça en tant que journaliste, le risque, c'est qu'on se retrouve à se considérer comme un petit peu au-dessus de tout le monde et à dire nous on sait, et puis c'est seulement pour certains. Et ça, c'est plus que mauvais. C'est très très mauvais. Typiquement, je vais être honnête, il m'arrive des fois de regarder Arte et de tomber sur la rubrique Désintox de 28 minutes. Je trouve ça d'une prétention absolue. On n'a pas, en tant que journaliste, le droit de dire nous, on a la seule et unique vérité. Oui, non, mais pas de la vérité dans le sens où la seule chose. Les intox, en l'occurrence, ils prennent des faits et ils montrent que ce qui était dit était faux. Non, mais c'est mal fait. Des intox, je suis désolé, c'est mal fait. La seule façon dont on peut dire que c'est faux, c'est en le prouvant. Et ce n'est jamais prouvé. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Hein, Non, mais voilà, je suis désolé, mais quand quelqu'un dit un mensonge, parce qu'on peut dire fake news autant qu'on veut, déjà on va dire fausse information pour parler français, mais c'est un mensonge encore une fois. Et un mensonge, la seule façon dont on peut sortir un mensonge de la tête de quelqu'un, c'est de lui prouver qu'il a tort. On est d'accord? Honnêtement, non. Techniquement, oui, je suis d'accord avec toi. Plutôt, techniquement, oui, je suis d'accord avec toi. Je crois un truc, on me dit non, c'est faux. Je fais ah bon, tu me le prouves? Je fais en mode ah ok.
mais parce que j'ai un minimum d'honnêteté intellectuelle et d'estime pour moi-même. Au moins minimum, tu vois. Non, mais si quelqu'un n'est pas capable de dire après qu'on lui ait prouvé qu'il a tort, bah, excusez-moi, mais c'est quelqu'un qu'on peut pas rattraper. Mais- Non, mais honnêtement, Quelle prétention. non, mais c'est pas une non, non, mais sérieusement. Non, mais quand on dit à quelqu'un qu'on lui prouve par A plus B que voilà, il a tort et qu'il va vous répondre ouais, mais non, c'est ton opinion. Je suis désolé, mais un raisonnement, ce n'est pas une opinion. Il y a quand même, on a quand même un défaut, disons, avec les outils informatiques, c'est que là où on va essayer de se convaincre, ce sera sur les chiffres quand même. Et là, sur les chiffres, bon ben, voilà, enfin, il y a quand même, dans la manière dont sont présentés les chiffres, il y a quelque part, enfin, les gens qui auront la mauvaise foi vont dire mes chiffres sont les bons, les tiens sont les mauvais, etc. Et donc on risque d'en arriver là. Mais quand on parle de subtilité un peu sur la vision du monde que l'on peut avoir et sur l'analyse que l'on fait de ces chiffres, là, bon, il y a des gens, même si comment dire, on leur montre un raisonnement appuyé et pondéré, s'ils en ont un autre avec les mêmes chiffres, comment est-ce qu'on leur dit que vous avez tort? Non, mais si je En dis- montrant d'où viennent les chiffres. En montrant d'où Il vient la faut vision un des peu choses. plus. Non. Pardon. Bon, par Vous exemple, parliez des chiffres ou d'une vision du monde? J'ai Pardon. parlé des deux successivement. J'ai parlé Non, des mais la question centrale, elle est sur quoi? sur comment convaincre un interlocuteur. Si vous voulez, le problème, c'est que je pense qu'il faut aussi de la transparence dans l'information. Et que c'est aussi par là que ça va passer. C'est-à-dire que, si vous voulez, en question, et se remettre en question, c'est aussi remettre en question sa profession, et savoir que, voilà, on n'a pas... voilà, il y a un moment, il va falloir reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, et ça passe, entre autres, par une transparence. Mais est-ce que c'est pas là où Et donc de Internet, l'explication. c'est là où Internet, peut-être que c'est là où Internet peut jouer en bien ou en mal, ça dépend, pour la transparence en l'occurrence. Parce que les informations ne peuvent pas être vérifiées, donc on peut dire des fausses informations, mais au contraire, on peut montrer les bonnes informations. On peut le vérifier. Est-ce que ça peut se vérifier à chaque fois? Parce qu'il y a tellement de Ça flux. peut toujours se vérifier. Bah, C'est une autre je sais pas. Ça, pour le coup, je suis pas certain. Parce qu'on sait que. Non, mais quand on regarde une information, voilà, bon, une information de base qui va dire, bon, les batailles sur les chiffres, c'est pas compliqué, mais bah oui. Non, les batailles sur les chiffres sont très compliquées, c'est bien là le problème. Et c'est pour ça, ce que j'étais en train de chercher. Il y a un très bon article du Monde, d'ailleurs, qui est passé dans le journal du CNRS sur Internet, qui s'appelle De l'erreur de calcul à l'erreur judiciaire. Et ça montre des grosses erreurs judiciaires qui ont été commises, des gens qui sont allés en prison à cause d'une mauvaise utilisation des mathématiques et une mauvaise appréciation des probabilités, par exemple. Et ce que je disais tout à l'heure. Non, mais là, c'est même plus une erreur de transparence, mais ça peut être une erreur de compréhension, une erreur d'interprétation qui peut être due à ça. Et le fait qu'Internet soit ici, peut-être que ça peut permettre à ces fausses informations, à ces mauvaises interprétations d'être passées plus facilement avec des faits qui sont tout à fait les mêmes. Des mêmes faits peuvent aboutir à des conclusions complètement différentes. Si vous me permettez un petit parallèle un peu provoque, au fond, Internet, c'est un peu la religion des temps modernes. Dans le sens où Internet a l'art de simplifier les choses. Alors, la religion, c'est une façon de répondre simplement à des questions compliquées. Voilà, bah si, on ne sait pas d'où on vient. Et il se trouve que la Bible dit clairement d'où on vient. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est une façon de répondre simplement à des questions compliquées. Un chiffre, quand on montre d'où il vient, on peut l'expliquer, on peut le démonter. Un chiffre qui est faux, s'il y a une rigueur dans la construction d'un chiffre, d'une donnée, une donnée, ça ne vient pas de nulle part. Alors, si la personne a juste écrit sur un papier un chiffre et que ça, bah, voilà, c'est ça ma donnée, et que l'autre a fait une étude bien appuyée avec la procédure, etc., et ben quand on donne la procédure, c'est ça ce que j'entends par transparence, et ben mine de rien comme ça, on peut prouver que c'est juste. Après, quelqu'un de mauvaise foi, on n'y peut rien. Après, ouais. Enfin, le fait que Internet simplifie le fait que. C'est pas toujours vrai. Non, hein. mais non, mais la formule est intéressante. La formule est intéressante. C'est là où Internet est aussi intéressante. C'est que on est conscient de ce problème-là. De ce problème de direct, de flashy, etc.
on est conscient de ces problèmes-là. Quand Jean-Luc Mélenchon fait son live sur Facebook ou sur YouTube, avec sa chaîne YouTube, etc., on sait que faut faire... on sait qu'il faut prendre de la distance, etc. Enfin, c'est des choses qui sont... On est quand même capable de voir le truc. Mais après, c'est pour ça... Et donc, pour moi, le truc Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime directement ou Donald Trump qui s'exprime directement, ça va être monnaie courante. On a vu le résultat que ça fait dans l'opinion de Jean-Luc Mélenchon avec les jeunes. Ça vient en partie de là. Mais et pour moi, Donc c'est une bonne stratégie. Pour moi, ça va être une stratégie. Et en face, va y avoir des gens qui vont prendre le truc de on fait attention, non à l'information directe, parce que c'est dangereux, parce que c'est manipulé par le mec qui le dit, etc. Et qui va se targuer d'avoir la plus grande transparence. Et pour moi, les deux sont... Enfin, c'est pas l'un contre l'autre, tu vois, c'est juste une évolution de la méthode de communication, quoi. C'est juste le chemin à suivre, quoi. Donc c'est la méthode Macron contre la méthode Mélenchon. Non, c'est plus que ça. Non, parce que Macron est assez flou sur son programme, donc il va pas non plus avancer des études derrière. Mais non, mais c'est peu dire. En soi, c'est juste que là, on a vu les résultats de la méthode Trump, qui est très directe, ou de la méthode Mélenchon qui veut s'adresser directement aux gens, parce que, déjà, la raison qui a poussé Mélenchon à faire ça, je la trouve absolument immonde. Si vous voulez mon avis, les journalistes sont exposés, etc. Ça, je trouve ça dégueulasse. Plus qu'il monte, je trouve ça dangereux. On est tout à fait d'accord. Pour le travail. Je cite quand même Jean-Luc Mélenchon sur un plateau qui, là, pour peut-être nuance un petit peu, c'est ne vous maquillez pas en journaliste quand vous professez une opinion politique. Ça, je pense que ça a le mérite de rester. Non, mais c'est vrai, mais il me semble, par exemple, Éric Zemmour n'a jamais dit qu'il était journaliste. Bon, non, mais pour lui. Après, par exemple. Mais en soi, je suis d'accord, il y en a, c'est vrai. Sauf que pardon, Jean-Luc Mélenchon a trop tendance à caricaturer les éditorialistes. Voilà. Je suis désolé, mais François Langlais, parce que il dénonce souvent François Langlais, Jean-Luc Mélenchon. François Langlais ne fait pas de l'opinion, il est journaliste, il est éditorialiste, et on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais François Langlais n'est pas un homme qui fait des meetings politiques. Et puis même quand tu journaliste et éditorialiste, déjà, tu peux séparer les deux professions. Et je vois qu'il reste... Oui, mais non. D'accord. Non, mais si tu peux dire, là, je suis le travail de journaliste, là, je suis un travail d'éditorialiste. Mais l'éditorialiste et journaliste, on a déjà eu ce débat, Lucas, parce que le but est le même. Le but, c'est d'informer les auditeurs. On n'informe pas par le même biais, mais on informe. Oui, mais tu n'es pas dans la même position quand tu dis j'ai fait une étude, voici l'information, on va dire, objective, le plus objectif possible, dans la limite de mes moyens, et l'autre, voici mon interprétation. Tu n'as pas le même rôle. Déjà, si on part sur le mot d'interprétation, on n'est plus exactement dans l'édito. On commence à taper dans l'opinion. Donc, si vous voulez, un éditorial, c'est une analyse normalement. Hein. Et puis, bon, l'éditorial, c'est un exercice suffisamment souple pour qu'il soit fait de différentes façons par chaque éditorialiste, on est d'accord. Mais il n'empêche que, de base, c'est une analyse. Et on peut analyser contre ses opinions. Oui, mais tu donnes une vision... Très bien, donc on arrive sur la fin. Est-ce que c'est à moi de conclure? C'est à moi de conclure toute l'émission? Voilà, c'est une grande responsabilité. Et donc, c'est de conclure ces 4 heures de direct. Ah oui, c'est ainsi qu'on va conclure ces 4 heures de direct. Il est 19h59, il nous reste 1 minute pour finir. Ouais, quelques secondes, quoi. Quelques secondes, soyons fous. Donc, on est... Vous êtes sûr que ça va finir? Ok. Donc, on espère que vous avez apprécié cette reprise pour l'année 2018. Bon, alors, résultat, je vais reprendre. Il est 20h. Je vous remercie, Rémi Ravel, d'être venu. Merci à tous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés peut-être depuis 16 heures. Auquel cas, vous avez un peu de courage parce que même Antoine est mort. C'est peu dire. Oui, non, mais bonne soirée à tous. Bonne année, belle et heureuse année 2018 à tous. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. Au revoir.